La place de l'angioplastie dans le traitement des syndromes coronaires aigus est essentielle, puisque le but va vraiment être de revasculariser le territoire menacé par en général un infarctus, qui peut être un infarctus classique avec sus-décalage du segment ST ou un petit infarctus sur une souffrance myocardique. Et donc l'accès à la salle de cathétérisme est la règle. Il faut vraiment qu'il y ait une impossibilité, une contre-indication qui sont rares. Tout syndrome coronaire aigu passe en salle de cathétérisme à une coronarographie et très souvent à une angioplastie. Il y a deux grands types d'infarctus qu'on appelle l'infarctus avec sus-décalage du segment ST, qui est l'infarctus comme on le connaît historiquement, avec la douleur thoracique permanente qui ne va pas partir, le sus-décalage du segment ST sur l'électrocardiogramme et une menace très importante, immédiate pour le patient, de troubles du rythme en particulier et de dégâts myocardiques importants qui peuvent conduire à l'insuffisance cardiaque. C'est dans cette situation-là qu'on fait ce qu'on appelle l'angioplastie primaire. C'est-à-dire que le premier traitement de fait va être l'angioplastie avec une reperfusion de l'artère qui est complètement bouchée pour mettre un stent et rétablir un flux coronaire de qualité vers le myocarde et sauver du muscle. C'est ça le but. Il faut gagner du temps, faire ce geste le plus rapidement possible pour sauver du muscle. L'autre entité, c'est ce qu'on appelle le syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST, c'est-à-dire que sur l'électrocardiogramme, il n'y a pas de sus-décalage, il n'y a que des troubles de repolarisation à type de sous-décalage ou de modification de l'onde T. En général, la douleur est fluctuante et peut avoir totalement disparu au moment où on voit le patient à l'hôpital, et le patient est traité avec des médicaments et dans un temps souvent secondaire, qui peut être rapide, mais secondaire, il y a une coronarographie et une angioplastie, si nécessaire, qui est effectuée. La thrombolyse, d'abord, ne s'adresse qu'à un type de syndrome coronaire aigu. Les syndromes coronaires aigus avec sus-décalage du segment ST, les infarctus qu'on connaît historiquement. Et il faut garder en mémoire que la thrombolyse a précédé l'angioplastie primaire. Pendant très longtemps, on n'avait que la thrombolyse pour reperfuser les artères coronaires. Alors, l'angioplastie primaire, avec des délais d'accès aux salles de cathétérisme extrêmement rapides maintenant, permettent d'ouvrir l'artère et de la stenter quasiment chez 90% des patients qui sont revascularisés. Néanmoins, on va dire que chez 10% des patients, parce qu'on est dans des zones rurales retirées, parce qu'on est dans des zones de montagne, parce qu'on est loin d'accéder facilement à une salle de cathétérisme, alors la thrombolyse va être utilisée parce qu'on sait que les délais pour accéder à la salle de cathétérisme vont être trop longs. Donc la thrombolyse existe toujours, marche bien, pas aussi bien que l'angioplastie primaire, on le sait, et elle peut être un préalable à une angioplastie secondaire, une fois que la thrombolyse aura fait son œuvre, que le patient aura été transféré vers une salle de cathétérisme ou un service de cardiologie. Ce qui veut dire que la thrombolyse sera faite en général en pré-hospitalier, par des équipes du SAMU en particulier. Et donc pendant le transfert du patient, on aura un mécanisme de reperfusion pharmacologique de l'artère coronaire. Alors on a connu l'angioplastie coronaire sans stent. Elle a même débuté comme cela, puisqu'on avait des ballons et rien d'autre pour dilater l'artère et rétablir et le flux et un diamètre artériel au niveau de la sténose qui soit correct. Et pendant très longtemps, on n'a eu que ça. Lorsque les stents sont arrivés, on a vaincu un des talons d'Achille de l'angioplastie au ballon qui était en fait cette récidive de la sténose qui pouvait être rapide ou un peu plus lent. Et on avait à l'époque uniquement un seul type de stent qui étaient des stents nus qui étayaient en fait l'artère, et donc on avait à la fois un meilleur résultat immédiat mais aussi un meilleur résultat à long terme. Donc ça a été le premier grand progrès, c'est de dire on va avoir un meilleur résultat tout de suite, on aura moins d'occlusion aiguë, on aura moins de resténose, et globalement ça a été un énorme progrès. Alors premièrement, ces stents sont des stents qui sont montés sur des ballons, et donc c'est l'expansion, le gonflage du ballon qui appose le stent
sur les parois du vaisseau. Je dis ça parce qu'il y a aussi des stents auto-expandables qui, du fait de l'alliage, quand on les libère, se dilatent tout seul et n'ont pas besoin de ballon pour s'apposer au vaisseau et c'est utilisé plutôt dans l'angioplastie périphérique que dans l'angioplastie coronaire. Après, sur ces stents, on a plusieurs catégories. On a les anciens stents nus. Je dis anciens parce qu'on les utilise quasiment plus au jour d'aujourd'hui. C'était des plateformes métalliques qui étayaient l'artère, mais qui n'avaient aucune autre particularité. Et pour limiter le phénomène de rosténose dans ces stents et de prolifération de cellules musculaires lisses dans les stents actifs sont arrivés avec plusieurs générations qui se sont succédées. Et donc l'idée, ça a été d'avoir des médicaments qui limitent la prolifération des cellules musculaires lisses au sein des stents. Ces médicaments sont en fait au sein de polymères qui sont sur les stents et ces polymères libèrent progressivement le médicament pour, dans la phase de multiplication des cellules musculaires lisses, cette multiplication soit réduite, voire annihilée. Et donc on a maintenant des stents avec une plateforme métallique, en général un polymère, dans le polymère le médicament antiprolifératif. Il y a des stents actifs où il n'y a pas de polymère, on les appelle polymères free, et vous avez que la plateforme et le médicament, et ça marche relativement bien également. Et puis il y a une troisième génération ou type de stents qui sont les stents bioactifs, qui sont donc des plateformes métalliques, mais qui ont été recouvertes d'un alliage qui permet de s'affranchir du polymère et du médicament. Et ce type de plateforme a été développé en particulier par une société française, Exacat, qui a, si vous voulez, trouvé un troisième type de stent où on n'a plus besoin du polymère, on n'a plus besoin du médicament et on évite quand même les complications aiguës et les rosténoses. Alors, ces stents bioactifs ont été relativement bien évalués pour une nouvelle technologie et en particulier par des études randomisées dans différentes situations avec différents comparateurs. Il y a pu y avoir des comparateurs contre des stents nus, contre des stents actifs de première génération et puis il y a eu l'étude TIDE ACS qui est la plus belle des études où on a une comparaison de ce stent à ce qui se fait a priori de mieux comme stent actif, c'est-à-dire un stent avec l'éverolimus dans son polymère. Et donc là, on a pu comparer dans la situation la plus aiguë qui soit, c'est-à-dire en gros les syndromes coronaires aigus, les résultats de ce stent par rapport au stent de référence. Et globalement, les résultats sont excellents puisqu'on a une non-infériorité démontrée sur le critère triple qui était le critère primaire de jugement habituel de ce type d'études. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Et on avait plutôt moins d'infarctus, récidive d'infarctus, et on avait plutôt moins de décès. Donc les événements durs étaient réduits avec ce nouveau stent. Donc c'est quand même des données particulièrement intéressantes pour ce nouveau type de stent. On parle en général de traitement anti-agrégant plaquettaire, c'est-à-dire que c'est une association d'aspirine et d'un inhibiteur de P2Y12. Il y a globalement un accord ou un consensus qui se fait dans les recommandations pour dire qu'un syndrome coronaire aigu sans contre-indication ou souci hémorragique au départ devrait être traité par un traitement double pendant 1 an. Il se trouve qu'un certain nombre de patients ont des risques spontanés d'hémorragie plus élevés parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils ont déjà fait une hémorragie par exemple. Eh bien ces patients-là, on va réduire cette durée, y compris s'ils ont fait un syndrome coronaire aigu ou un infarctus du myocarde. Et donc on passera en général à 6 mois. Il a même été envisagé de réduire encore plus ce traitement antiplaquettaire double, on va dire à 3 mois, chez les patients à très haut risque hémorragique. Donc vous voyez, c'est un peu à la carte en fonction du profil du patient pour le traitement double. Par contre, le traitement simple, lui, reste impératif. Quand on dit on arrête à 3 mois le traitement antiplaquettaire double, on n'arrête qu'un des 2 médicaments et on continue l'autre. Et ça, a priori, à vie pour le patient. S'ils ont une angioplastie primaire, c'est qu'ils ont fait un infarctus en cours d'évolution et donc ils vont rentrer dans un suivi
cardiologique à l'hôpital ou en dehors de l'hôpital pour surveiller plusieurs choses. Premièrement, la bonne prise des médicaments, puisqu'ils vont sortir globalement avec au moins 5 ou 6 médicaments. Deuxièmement, le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires, qui en général n'étaient pas pris en compte suffisamment avant l'infarctus. Et on pense au tabac, on pense au diabète, on pense au cholestérol, on pense à l'hypertension. Tout ça doit être parfaitement contrôlé. Le troisième point, c'est qu'on va évaluer la situation cardiaque de ce patient. Quelle est sa fonction ventriculaire gauche après un infarctus du myocarde? Est-ce qu'elle est préservée ou est-ce qu'elle a été extrêmement altérée par l'infarctus du myocarde et donc expose le patient à faire de l'insuffisance cardiaque, voire des troubles du rythme. Et puis, dernier point, c'est qu'il faut prendre en compte le patient dans sa globalité et qu'il peut avoir d'autres pathologies, il peut avoir des pathologies réactionnelles et donc il va falloir prendre ça en compte. Et en particulier, on sait qu'après un infarctus du myocarde, en particulier chez les sujets jeunes, on a 20-25% de dépression réactionnelle ou de comportements d'anxiété anormaux qui méritent des prises en charge particulières pour ces patients.